Histoire du Canada français, la colonie royale, 1663 à 1760. En 1660, les Iroquois étaient sur le point de chasser les Français de l'Amérique. Mais l'évêque de Québec, Monseigneur François de Montmorency-Laval, a sauvé la Nouvelle-France en convainquant le roi Louis XIV de prendre en charge la colonie. En 1665, le régiment de Carignan-Sallières débarque à Québec. Les 1200 soldats français ont rapidement vaincu les 700 guerriers iroquois. Le gouverneur Alexandre de Prouville de Tracy, guidé par Charles Lemoine, un expert de la guerre des bois, a envahi l'Iroquoisie en 1666. Les Iroquois se sont dispersés dans la forêt en restant insaisissables. Les Français ont brûlé les villages et les récoltes, mais ils n'ont tué que 2 Iroquois âgés. Les Iroquois ont tout de même été forcés de conclure la paix en 1667. La colonisation pourra enfin prendre son envol. La Nouvelle-France a été organisée comme une province française sous l'autorité du ministre de la Marine, Jean-Baptiste Colbert. Le roi nommait un gouverneur général pour s'occuper de la guerre et de la diplomatie, et un intendant pour gérer les affaires civiles, peuplement, agriculture, commerce, justice. En vertu du concordat de 1516, le roi de France nommait les évêques. Normalement, les évêques devraient être nommés par le pape, mais sous l'Ancien Régime, les rapports entre l'Église et l'État étaient entachés par le gallicanisme, une hérésie qui tend à soumettre le clergé à l'autorité du prince. Le Conseil souverain de Québec correspondait au Parlement des provinces de France. Il avait un pouvoir législatif et judiciaire. Il se composait du gouverneur général, de l'intendant, de l'évêque, du supérieur des Jésuites, de 3 syndics élus par les marchands de Québec, Trois-Rivières et Montréal, et d'un nombre variable de conseillers nommés conjointement par le gouverneur et l'intendant. La coutume de Paris était le seul droit en vigueur. À cette époque, le droit variait selon les provinces. Il fallut attendre l'adoption du Code civil de Napoléon en 1804 pour que la France soit unifiée juridiquement. La colonie était à l'avant-garde de la métropole sur ce point. Le Canada français a été marqué dès sa naissance par l'esprit centralisateur du règne de Louis XIV. Unité politique, l'autorité civile était aux mains des seuls fonctionnaires du roi. Unité religieuse, les protestants étaient interdits et l'Église était subordonnée à l'État. Unité juridique, la coutume de Paris était le seul droit en vigueur. Unité linguistique, les dialectes régionaux de France ne se sont pas implantés au Canada. Unité géographique, les seigneuries étaient toutes de même forme et de même taille. Mais l'absolutisme de la Nouvelle-France était tempéré par la diarchie. Le gouverneur et l'intendant étaient 2 fonctionnaires égaux en prestige, avec des responsabilités distinctes. Ils restaient soumis à l'autorité politique du ministre de la Marine et à l'autorité morale de l'évêque de Québec. Les élites coloniales pouvaient s'exprimer dans le Conseil souverain. Le gouvernement de la Nouvelle-France était efficace selon les normes de l'époque. Les historiens anglo-saxons et à leur suite quelques écrivains canadiens-français antinationalistes l'ont injustement dénigré. Les 13 colonies anglaises d'Amérique n'étaient pas mieux administrées. Tous les régimes coloniaux de ce temps avaient les mêmes qualités et les mêmes défauts. Jean Talon a été le plus remarquable intendant de la Nouvelle-France. Issu de la noblesse de robe, cette classe de fonctionnaires royaux récemment anoblis, c'était l'homme de confiance du ministre de la Marine, Jean-Baptiste Colbert. La France oscillait entre une politique continentale qui priorisait l'armée pour défendre la frontière de l'Est contre l'Autriche et la Prusse, et une politique maritime qui priorisait la marine pour combattre la Hollande et l'Angleterre. Mais la politique continentale finissait toujours par l'emporter, et avec raison, car la France devait constamment guerroyer en Europe centrale pour empêcher l'unification de l'Allemagne. Mais au temps de Louis XIV, la France était assez forte pour se permettre de poursuivre les 2 objectifs. Jean-Baptiste Colbert voulait doter la France d'une puissante marine de guerre, mais pour occuper la flotte en temps de paix, il fallait développer le commerce colonial. Si Colbert a favorisé la colonisation du Canada, ce n'était pas pour implanter la race française en Amérique,
mais simplement pour disposer d'une marine de guerre au besoin. L'objectif était à court terme, l'effet sera à long terme, comme cela se voit souvent en histoire. Dès son arrivée, Jean Talon a fait un recensement. La colonie ne comptait que 3000 âmes et il y avait un grave déséquilibre démographique, 7 hommes pour une femme en âge de se marier. L'intendant fit venir les filles du roi pour peupler la colonie. C'étaient des orphelines qui avaient été éduquées par des religieuses. Ces jeunes filles pauvres avaient peu de chances de trouver un mari en France, mais si elles acceptaient de venir au Canada, le roi leur accordait une dot de mariage. C'est pourquoi on les surnommait les filles du roi. 770 ont tenté l'aventure. Presque tous les Canadiens français en comptent une parmi leurs ancêtres. Les filles du roi sont les mères de la patrie. Les mariages étaient rapides. Les garçons estimaient la force physique des filles bien plus que leur caractère ou leur apparence. Les filles jaugeaient la valeur morale des garçons sans tenir compte de leur romantisme. Il fallait éviter les hommes trop attirés par la boisson et la course des bois. Dans l'Ancien Régime, le mariage reposait sur les nécessités économiques bien plus que sur les affinités psychologiques. Les filles du roi provenaient de la région de Paris. Le français parisien s'est donc implanté au Canada puisqu'un enfant apprend la langue maternelle. Mais c'était le vieux François du XVIIe siècle qui prononçait « mouais » plutôt que « moi », « fret » plutôt que « froid ». Certains mots et accents du vieux français se sont conservés au Québec, bien qu'ils aient disparu en France. Jules-Paul Tardivelle l'a démontré dans sa remarquable conférence de 1901 sur la langue française au Canada. Le vieux parler canadien ne doit pas être confondu avec le joual, ce méprisable dialecte franglais qui est apparu à Montréal au tournant du 20e siècle. Environ 400 soldats du régiment de Carignan-Salière sont restés au Canada après leur service de 5 ans. Ils ont épousé les filles du roi et obtenu des terres gratuites. À cette époque, les terres agricoles étaient petites et rares en France. Les famines étaient fréquentes. Mais au Canada, c'était l'abondance. On pouvait facilement nourrir une famille à condition de trimer dur. Les rivières regorgeaient de poissons et les forêts de gibier. Jean Talon encourageait la natalité en concédant aux pères de familles nombreuses des terres gratuites, des sommes d'argent et des privilèges honorifiques comme un banc à l'église. Il donnait des cadeaux de noces aux garçons qui se mariaient avant 20 ans et aux filles avant 16 ans. L'intendant pouvait mettre à l'amende un père de famille dont le garçon de 25 ans ou la fille de 20 ans n'était pas encore marié, à moins que ce ne soit pour une juste cause. Les coureurs de bois qui refusaient de se marier dans les 3 semaines qui suivaient l'arrivée des filles du roi perdaient leur permis de traite des fourrures. Mais les récalcitrants prenaient le bois pour aller vivre avec les Indiens. La Nouvelle-France a perdu de cette manière un bon nombre de ses fils, l'acculturation jouant en faveur des Autochtones plutôt que des colonisateurs. Environ 30 000 Français sont venus au Canada, mais seulement 10 000 y sont restés, et 4 000 d'entre eux sont arrivés durant les 7 années du gouvernement de Jean Talon, entre 1665 et 1672, soit 40% du peuplement de toute l'histoire de la Nouvelle-France. Malheureusement, cette politique de peuplement n'a pas été poursuivie. Après 1672, la politique continentale du ministre de la Guerre, François-Michel Letellier de Louvois, l'a emporté sur la politique maritime de Jean-Baptiste Colbert. Le roi n'encouragera plus l'immigration, le peuplement ne reposera que sur la croissance naturelle. Si la politique de peuplement de Jean Talon avait été maintenue pendant 50 ou 100 ans, les Anglais n'auraient jamais conquis le Canada et le premier homme à marcher sur la Lune aurait peut-être parlé français. Les colons de la Nouvelle-France étaient jeunes et en bonne santé. Il fallait être solide pour résister au voyage, au climat et aux chocs microbiens. Ils n'étaient ni riches ni miséreux. Les premiers colons venaient de la Normandie, ce qui a donné à la société canadienne quelques traits normands. La maison canadienne traditionnelle, par exemple, est une maison de style normand, mieux adaptée au froid. La plupart des colons étaient issus du nord-ouest de la France. La nation canadienne française se caractérise dès sa naissance par son homogénéité ethnique. En 1749, le voyageur suédois P.R. Kalm a écrit que les Canadiens parlaient le pur français de la région parisienne. Le taux de natalité moyen était de 6 enfants par femme, avec un taux de mortalité infantile d'1 enfant sur 2, comme dans toutes les sociétés pré-industrielles.
mais l'on se mariait plus tôt, 20 ans en moyenne dans la colonie, contre 27 ans pour la métropole. La croissance démographique du Canada était donc supérieure à celle de la France. Réfutons au passage quelques légendes noires au sujet des origines du Canada français. Il y a eu très peu de métissage franco-amérindien. Les filles du roi n'étaient pas des femmes de mauvaise vie, comme l'a prétendu le libertin baron de Lahontan dans son récit de voyage en Nouvelle-France. Le Canada n'a pas été peuplé par des bagnards comme l'Australie. Les esclaves noirs et amérindiens étaient peu nombreux et bien traités. On n'a jamais déversé de déchets sociaux au Canada et les colons immoraux étaient souvent renvoyés en France, par exemple, pour harcèlement sexuel. En 1755, la Nouvelle-France comptait environ 70 000 habitants contre 1 million pour les 13 colonies anglaises. Ce chiffre explique à lui seul la défaite de la France en Amérique. Toutefois, le sous-peuplement de la Nouvelle-France ne découle pas d'une mauvaise politique coloniale. Les rois de France n'ont certes pas assez soutenu le peuplement du Canada, mais les rois d'Angleterre n'ont quant à eux jamais dépensé un sou pour développer leur colonie américaine. Les colons anglais s'établissaient par eux-mêmes en Virginie pour cultiver du tabac, à New York pour faire du commerce et au Massachusetts pour échapper aux persécutions religieuses. Aucun de ces facteurs n'a joué en faveur de la colonisation française. Le Canada ne produisait rien que la France ne pouvait elle-même produire, à l'exception des fourrures, une activité qui exigeait peu de main-d'œuvre, donc peu d'emplois, peu d'immigrants. Le régime seigneurial était le mode de tenure de terres agricoles en France. On l'a naturellement transplanté au Canada. On divisait les seigneuries en rectangles pour qu'elles aient toutes un accès au fleuve, car le Saint-Laurent était alors la seule voie de communication. Le seigneur devait faire acte de foi et hommage au roi, établir des censitaires sur sa seigneurie, construire et entretenir une chapelle, un moulin banal, un quai fluvial, des chemins de terre et un manoir de pierre pour se défendre contre les raids d'Iroquois. Il rendait la justice en première instance avec droit d'appel au Conseil souverain. Il devait faire rapport à l'intendant des progrès de la colonisation. S'il ne remplissait pas ses obligations, l'intendant pouvait confisquer la seigneurie. En échange, le seigneur recevait une grande terre gratuite pour lui-même et un titre de noblesse. Il recevait des redevances, droit de cens, droit de rente, droit de louer et vente, droit de bénalité, droit à 12 jours de corvée par année de chaque censitaire, droit honorifique comme le ban seigneurial à l'église ou le privilège de marcher derrière le prêtre dans les processions. Le seigneur était le chef naturel de la communauté paysanne. Les censitaires devaient tenir feu et lieu, c'est-à-dire habiter et cultiver leurs terres. La tentation d'abandonner le travail agricole pour la course des bois était forte. Dans ce cas, le seigneur pouvait reprendre la censive pour l'attribuer à un autre censitaire. Les redevances seigneuriales étaient généralement payées en nature et souvent en peau de castor. Les censitaires recevaient une terre gratuite et en pleine propriété. En France, la plupart des paysans étaient des métayers, c'est-à-dire de simples locataires de la terre qu'ils cultivaient. C'est pourquoi les censitaires canadiens se disaient habitants plutôt que paysans. Ils possédaient leurs terres et ils vivaient généralement mieux que les paysans de France. Les droits seigneuriaux ne visaient pas à enrichir les seigneurs au détriment des censitaires comme en France. Les seigneurs canadiens cultivaient leurs propres terres. Ils n'étaient pas tellement plus riches que leurs censitaires. Rien de comparable au fossé qui séparait en France la noblesse de la paysannerie. Au Canada, la fille d'un seigneur pouvait épouser le fils d'un censitaire sans problème. Sous l'Ancien Régime, le droit de chasse était un privilège de la noblesse. Les braconniers étaient passibles de la peine de mort. Mais au Canada, tout le monde pouvait chasser. Les censitaires canadiens se considéraient donc comme des nobles. La noblesse seigneuriale canadienne n'aurait pas impressionné personne à Versailles, mais elle avait beaucoup de prestige dans la colonie. Le régime seigneurial reposait sur une conception féodale de la société. Les seigneurs avaient les traits de la noblesse française, pour le meilleur et pour le pire. L'esprit militaire, l'attachement aux privilèges sociaux, le mépris du commerce et de l'argent, le goût des réceptions fastueuses, les duels à l'épée. Les coureurs de bois étaient souvent d'origine seigneuriale. Ils préféraient partir à l'aventure dans les pays d'en haut,
plutôt que de se lancer dans le commerce ou l'industrie. Les seigneurs formaient le corps des officiers des compagnies franches de la marine. Mais contrairement à la noblesse française, la classe seigneuriale canadienne n'était pas exemptée d'impôts et elle n'occupait pas de fonctions politiques ou militaires par droit d'hérédité. Les historiens anglo-saxons ont prétendu que le mode anglais de tenure des terres, le franc et commun socage, était plus efficace que le régime seigneurial français. Mais cette opinion ne repose que sur des préjugés anti-français. En fait, les modes anglais et français de tenure de terre se ressemblent beaucoup. Le sous-développement agricole de la Nouvelle-France ne découle pas du régime seigneurial, mais du sous-peuplement. Les Canadiens sont restés très attachés au régime seigneurial après la conquête. Ce mode de tenure des terres faisait partie de notre identité nationale, au même titre que la religion catholique, la langue française et le droit civil français. Mais le régime seigneurial est progressivement tombé en désuétude et il a été aboli par le Parlement du Canada uni en 1854. Dans ses mémoires, Philippe Aubert de Gaspé a tracé un beau portrait des mœurs de l'ancienne noblesse canadienne. Le mercantilisme était la doctrine économique prédominante au XVIIe siècle, en France comme dans toute l'Europe. Les colonies devaient fournir des produits exotiques sans concurrencer les industries métropolitaines. Le Mexique fournissait de l'or et de l'argent à l'Espagne, la Virginie du tabac à l'Angleterre, Haïti du sucre à la France. Mais le Canada ne produisait que des pelleteries. Le roi Castor a empêché le Canada de passer véritablement de l'état de colonie comptoir à celui de colonie peuplement. Jean Talon a bien tenté de développer quelques industries. Il a ouvert un chantier naval à Québec pour profiter des ressources en bois. Mais les armateurs français ont fait pression pour que le ministre de la Marine ordonne sa fermeture. L'intendant voulait contourner cette difficulté en établissant un commerce triangulaire entre la France, le Canada et les Antilles françaises. Les navires partiraient de la France pour apporter au Canada des produits manufacturés. Ils transporteraient ensuite des produits canadiens vers les Antilles, du bois, du blé et même certains produits manufacturés comme le fer. Le sucre et le tabac des Antilles seraient ensuite transportés en France. Les économies françaises, canadiennes et antillaises se soutiendraient ainsi mutuellement sans se concurrencer. Mais le trajet était trop long, 1 année et demie en moyenne. Le commerce triangulaire entre l'Angleterre, la Nouvelle-Angleterre et les Antilles anglaises ne prenait quant à lui que 6 mois. La position nordique du Canada nuisait à son commerce. Le gel du fleuve Saint-Laurent posait un problème insurmontable. Les Antilles françaises préféraient s'approvisionner illégalement en Nouvelle-Angleterre plutôt qu'au Canada. Au XVIIIe siècle, la France a assoupli sa politique mercantiliste. L'intendant Gilles Hoccart a relancé le chantier naval de Québec et il a créé les forges du Saint-Maurice aux Trois-Rivières. Le commerce triangulaire fonctionnait relativement bien, l'économie coloniale commençait à décoller, mais c'était trop peu, trop tard. En 1672, le gouverneur Louis de Buade de Frontenac arrive à Québec. Dans ses mémoires, le duc de Saint-Simon décrit Frontenac comme un homme de beaucoup d'esprit, fort du monde et complètement ruiné. Il voulait profiter de son poste de gouverneur pour se refaire une fortune dans le commerce des fourrures. Il ne fit rien pour développer la colonie. La Nouvelle-France était ramenée à sa vocation première de simple colonie comptoir. Frontenac avait du panache, mais il était excessivement autoritaire. Il s'est querellé avec tout le monde, avec l'intendant Jacques Duchesneau au sujet de la préséance au Conseil souverain, avec le gouverneur de Montréal, François Perrault, au sujet du contrôle de la traite des fourrures, et avec Monseigneur de Laval au sujet de la vente d'alcool aux Indiens. La querelle de l'eau-de-vie a été le principal conflit entre l'Église et l'État en Nouvelle-France. Les Indiens vendaient des fourrures aux Européens en échange d'outils de fer, de vêtements, d'armes à feu et de farine pour faire du pain, un aliment délicieux dont ils ne connaissaient pas l'existence. Toutefois, leur marchandise préférée était l'eau-de-vie, un alcool à 60% que les Européens diluaient avec de l'eau, mais que les Indiens buvaient pur. Or, nous savons aujourd'hui que les Amérindiens ont une faiblesse physiologique à l'alcool. L'ivrognerie détruisait le mode de vie traditionnel des Autochtones. Les évêques de Québec condamnaient la traite de l'eau-de-vie parce qu'elle nuisait au travail des missionnaires.
Les chefs indiens les plus lucides abondaient dans le même sens. Le roi Louis XIV a promulgué un décret pour interdire la vente d'alcool aux Indiens. Mais les gouverneurs et les intendants n'ont jamais réprimé, au-delà qu'en parole, cet infâme commerce, puisqu'ils s'enrichissaient eux-mêmes par la traite des fourrures. Notons que les pasteurs protestants de la Nouvelle-Angleterre dénonçaient eux aussi, et pour les mêmes raisons, la vente d'alcool aux Indiens, mais sans plus de succès. L'infâme commerce de l'eau-de-vie est la seule tache noire dans l'histoire de la colonisation française. Contrairement à ce que l'on raconte trop souvent, les Français n'ont pas volé les terres des Amérindiens. Les Français n'étaient pas assez nombreux pour refouler les Autochtones. De plus, ceux-ci étaient nomades. Lorsqu'ils ont vu les Français s'établir dans la vallée du Saint-Laurent, ils se sont tout simplement déplacés ailleurs. Le véritable problème des Amérindiens, ce n'était pas la colonisation française, mais le choc microbien. S'il y a eu un génocide amérindien, ce n'est pas au Canada, mais aux États-Unis, durant la colonisation des territoires de l'Ouest situés entre les Appalaches et le Mississippi. Les Amérindiens ont généralement soutenu les Britanniques durant la guerre d'indépendance et ils en ont payé le prix après 1783. Pour échapper aux représailles, les Iroquois du chef Joseph Brant ont dû se réfugier dans le Haut-Canada. Les Américains ont mené de dures guerres indiennes entre 1790 et 1830. L'armée fédérale a déporté les Cherokees du Midwest dans le Far West en 1838. La marche forcée de 1750 km a duré 5 mois et elle a fait mourir au moins 25% d'entre eux, soit 4000 victimes. D'autres tribus ont subi le même sort. Ce cruel épisode de l'histoire américaine a été surnommé la piste des larmes. La déportation a provoqué objectivement un génocide, comme dans le cas des Acadiens, bien que les autorités américaines n'aient peut-être pas eu consciemment une intention génocidaire. Mais notons au passage que le nombre de victimes de la piste des larmes n'est rien en comparaison des inutiles bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, et l'on pourrait inscrire dans le livre noir des États-Unis bien d'autres crimes contre l'humanité. Cependant, et il faut le répéter, les Français d'Amérique n'ont pas à se reprocher de pareils crimes. Les Amérindiens appréciaient la présence française pour des raisons commerciales et militaires. La traite des fourrures était la seule activité rentable en Nouvelle-France. En 1663, la Compagnie des Indes occidentales a succédé à la Compagnie des Sans-Associés. Elle gardait le monopole du commerce, mais sans l'obligation de peuplement. Les castors ont été décimés par la surchasse. C'est le premier désastre écologique de notre histoire. Dès la fin du XVIIe siècle, les prix ont chuté à cause de la trop grande quantité de fourrure disponible sur le marché européen. Albany rivalisait avec Montréal pour le contrôle de la traite. En 1670, la Compagnie de la baie d'Hudson a été fondée à Londres par un Français du Canada, Pierre Esprit Radisson. Ce célèbre coureur de bois était né à Paris, mais il s'était acculturé au point de devenir un véritable chef amérindien. Il était tantôt avec les Français, tantôt avec les Anglais, selon ses intérêts du jour. Les coureurs de bois n'avaient pas de patrie, la contrebande était de règle. Le roi Castor a fait la richesse et le malheur de la Nouvelle-France. Les marchands de fourrure ne réinvestissaient pas leurs profits au Canada. La politique amérindienne des gouverneurs était souvent établie en fonction de la traite des fourrures plutôt que des intérêts géostratégiques de la colonie. La traite des fourrures força la Nouvelle-France à s'étendre à la grandeur du continent nord-américain. Les pelleteries provenaient du bassin de la baie d'Hudson. Elles transitaient par les Grands Lacs pour se diriger vers Montréal. Pour tenir les Grands Lacs, les Français devaient non seulement contrôler le fleuve Saint-Laurent, mais aussi les fleuves Ohio et Mississippi, et ce jusqu'au golfe du Mexique. Louis Joliette, le jésuite Jacques Marquette, René de Cavelier de la Salle et Pierre Lemoine d'Iberville ont découvert le Mississippi entre 1662 et 1700. Les Français ont fondé une colonie en Louisiane et construit un réseau de postes de traite dans l'Ouest américain. Les possessions françaises encerclaient les 13 colonies anglaises. C'était impressionnant, mais fragile. Trop de territoire, trop peu d'hommes. L'Empire français d'Amérique reposait essentiellement sur les alliances amérindiennes. Les Jésuites jouaient un rôle diplomatique clé. Mais la riche et puissante Virginie se sentait menacée par l'expansion française. Elle s'est jointe au Massachusetts et à New York pour combattre la Nouvelle-France.
La Nouvelle-France a été en guerre contre les Iroquois de 1684 à 1701 et contre les colonies anglaises de 1689 à 1713. Le commerce des fourrures était l'enjeu des guerres franco-iroquoises et la possession du territoire celui des guerres franco-anglaises. Joseph-Antoine Lefebvre de la Barre a succédé à Frontenac comme gouverneur de 1682 à 1685. Il n'avait aucune compétence militaire et il ne se préoccupait que de son propre commerce des fourrures. Contre l'avis des Jésuites qui connaissaient bien la politique amérindienne, La Barre a rompu imprudemment la paix avec les Iroquois pour soutenir les Illinois qui approvisionnaient son réseau de traite personnelle. La campagne de 1684 fut une catastrophe. La Barre dut signer une paix humiliante allant à la famine sur le lac Ontario. Les Iroquois dominaient maintenant les pays d'en haut. Ils ont massacré les Illinois. Plusieurs tribus indiennes, traditionnellement alliées aux Français, sont passées dans le camp iroquois. La barre a été rappelée. Jacques-René Brisé de Denonville a gouverné la Nouvelle-France de 1685 à 1689. C'était un bon officier, mais le roi ne lui avait accordé que 300 soldats réguliers français. Les miliciens canadiens excellaient dans la petite guerre des bois, mais ils ne pouvaient pas vaincre les Iroquois et encore moins les Anglais. Denonville envoya des officiers canadiens suivre une formation militaire en France. Il fonda une école de navigation à Québec, il réglementa plus sévèrement la course des bois, et il voulait concentrer les ressources de la colonie dans la vallée du Saint-Laurent. Il fit construire une palissade autour de Montréal, il renvoya l'intendant Jacques de Meule qui pillait le magasin du roi. Pour la première fois depuis Jean Talon, l'État s'occupait un peu du développement de la colonie. En 1686, une expédition commandée par le Français Pierre de Troyes et le Canadien Pierre Lemoyne d'Iberville partit de Montréal pour remonter les rivières jusqu'à la baie James. Elle s'empara de 3 forts anglais et de 50 000 peaux de castor. Fils de Charles Lemoyne, le compagnon d'armes de Maisonneuve, d'Iberville a été le plus fameux chef de guerre de l'histoire de la Nouvelle-France. Les historiens l'ont surnommé le Cid canadien ou Iberville le conquérant. Il a vaincu les Anglais sur terre et sur mer, à la baie d'Hudson, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Angleterre et dans les Antilles. Aux commandes du Pélican, il a repoussé à lui seul 3 navires anglais en 1697. D'Iberville a prouvé que le Mississippi se jetait dans le golfe du Mexique. Il a fondé une colonie en Louisiane en 1700. Il fut reçu à la cour de Versailles avec tous les honneurs dus à ses mérites. Il est mort de la malaria à La Havane en 1706. En 1689, le Parlement anglais renversa le roi catholique Jacques II Stuart pour le remplacer par un prince protestant d'origine hollandaise, Guillaume III d'Orange. Les puritains du Massachusetts pouvaient se réconcilier avec leur mère patrie. Les protestants radicaux étaient désormais au pouvoir dans la vieille comme dans la Nouvelle-Angleterre. Le 5 août 1689, les Iroquois ont fait un raid sur l'île de Montréal. La seigneurie de la Chine fut ravagée. 24 morts, 90 prisonniers et 56 maisons incendiées. Le massacre de la Chine a marqué les mémoires. On a reproché à Denonville de s'être laissé prendre par surprise et de ne pas avoir poursuivi les assaillants. Dans l'Ouest, les Français durent abandonner les forts Niagara et Frontenac, aujourd'hui Kingston. Le 12 octobre 1689, le comte de Frontenac revient à Québec pour remplacer Denonville. Son premier mandat avait été désastreux, mais le second sera glorieux. Frontenac n'était pas nécessairement un grand militaire. Les victoires françaises tiennent plus au talent des gouverneurs de Montréal, Louis-Hector de Calière et Philippe de Rigaud de Vaudreuil. Mais Frontenac avait du panache. Il en imposait aux Indiens et il savait remonter le moral des Français. C'était le genre de chef politique dont ton pays a besoin en temps de guerre. En 1690, les délégués des colonies anglaises d'Amérique se sont réunis à New York pour lancer une croisade contre les papistes de la Nouvelle-France. En 1690, les Anglais ont tenté d'envahir la Nouvelle-France. Le gouverneur d'Albany, Pieter Schuller, voulait attaquer Montréal en remontant la rivière Richelieu, mais ses troupes furent stoppées par une épidémie, comme cela se voyait souvent dans les guerres d'Ancien Régime. Au même moment, le gouverneur du Massachusetts, l'amiral William Phipps, se préparait à assiéger Québec par voie de mer.
La flotte anglaise, qui comptait 32 navires et 2000 hommes de troupe, s'empara d'abord de l'Acadie avant de pénétrer dans le fleuve Saint-Laurent. Mais Phipps était un aventurier plutôt qu'un militaire. Le siège de 1690 était mal planifié et il débuta beaucoup trop tard, le 16 octobre. L'arrivée imminente du gel du fleuve laissait peu de temps aux Anglais. Frontenac disposait d'environ 3000 soldats, des miliciens canadiens pour la plupart. Le gouverneur déclara fièrement à l'émissaire anglais qui l'invitait à se rendre « Je vous répondrai par la bouche de mes canons ». L'échange de tirs qui s'ensuivit tourna à l'avantage des Français lorsque le plus habile canonnier de la Nouvelle-France, Jacques Lemoyne de Sainte-Hélène, le frère de d'Iberville, toucha le mât du navire amiral. Le drapeau anglais tomba dans le fleuve et il fut récupéré par un rapide nageur canadien. Les Anglais ont débarqué sur la côte de Beauport, à l'est de la rivière Saint-Charles, mais ils ont été bloqués par les milices canadiennes. Les Anglais ne voulaient pas s'engager dans un long siège. Ils redoutaient l'hiver, il manquait de munitions et, surtout, de rhum. Les troupes ont commencé à maugréer. Phipps décida de lever le siège le 22 octobre 1690. Pour remercier le ciel, on construisit une église dédiée à Notre-Dame de la Victoire. Le roi Louis XIV fit frapper une médaille en l'honneur de la libération de Québec. Au pays, on composa une chanson moqueuse sur l'amiral de Flip. En 1691, les troupes de Schuyler ont saccagé quelques habitations françaises le long de la rivière Richelieu, mais les Anglais ont été repoussés à la bataille de la Prairie. Le 22 août 1692, la célèbre Madeleine de Verchères, âgée de 14 ans, a repoussé la cinquantaine d'Iroquois qui attaquaient la seigneurie de son père. Elle se réfugia dans le manoir avec ses deux petits frères de 10 et 12 ans et un vieux censitaire de 80 ans. Elle tirait de plusieurs endroits en portant des chapeaux d'hommes pour faire accroire qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur. Elle fit sonner un coup de canon pour alerter les seigneuries des alentours. À la fin de la journée, une centaine d'hommes sont arrivés de Montréal et les Iroquois ont déguerpi. Ce genre d'exploit n'était pas rare à l'époque des guerres coloniales. Les femmes savaient tenir le fusil autant que les hommes. Les colons de la Nouvelle-Angleterre craignaient comme la peste les raids hivernaux des miliciens canadiens. Nos ancêtres se battaient à la manière indienne. Attaques surprises, peintures et cris de guerre, pillages, incendies et prises d'otages. Ils n'allaient pas jusqu'à torturer les prisonniers, mais ils laissaient sans remords leurs alliés indiens le faire. Toutefois, les campagnes de Nouvelle-Angleterre faisaient plus de bruit que de mal. Leur seul effet était de nourrir la haine des Anglais contre les Français. Les campagnes d'Iroquoisie n'étaient pas plus efficaces. En 1696, Frontenac a envahi le territoire des 5 cantons. Les Français n'ont réussi à tuer qu'un seul Iroquois, un vieux guerrier de 80 ans qui a été torturé à mort par les Algonquins sans pousser un seul cri. En 1697, le traité de Ryswick a mis fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg en Europe et par conséquent à la première guerre intercoloniale en Amérique. C'était une remarquable victoire du roi Soleil sur les deux continents. L'Empire français d'Amérique atteignit son apogée, mais c'était un empire théorique, sans colons ni soldats. Il reposait essentiellement sur des alliances avec les Amérindiens de l'ouest des Appalaches. Frontenac est mort à Québec en 1698. Il n'était peut-être pas aussi génial qu'il voulait le laisser croire. La force de la Nouvelle-France tenait plus à la structure de sa société qu'au talent de son chef, comme c'est toujours le cas dans l'histoire. Mais le nom de Frontenac illustre néanmoins la glorieuse épopée française de l'Amérique. Ce gouverneur incarnait à merveille l'esprit du grand siècle de Louis XIV. Son successeur, Louis-Hector de Calière, a négocié la Grande Paix de Montréal en 1701. Ce traité mettait fin à la guerre franco-iroquoise et aux guerres entre les Iroquois et les autres peuples amérindiens. Notons que les Iroquois ont été vaincus par les épidémies bien plus que par les soldats français. Le roi de France régnait sans conteste sur tous les territoires situés à l'ouest des Appalaches. La Confédération iroquoise ne reprendra plus jamais les armes contre la Nouvelle-France, mais les guerriers iroquois continueront à servir comme auxiliaires dans l'armée britannique. Dès 1701, la guerre de succession d'Espagne oppose de nouveau la France et l'Angleterre en Europe. Elle entraîne la deuxième guerre intercoloniale en Amérique,
de 1701 à 1713. Le gouverneur Philippe de Rigaud de Vaudreuil a brillamment tenu tête aux Anglais. Le marquis de Vaudreuil avait épousé la fille du gouverneur de l'Acadie, Louise-Élisabeth de Soulanges, était liée à l'une des familles les plus influentes de la colonie, les Chartiers de Lotbinière. Elle avait été éduquée par les Ursulines de Québec. Leurs 11 enfants sont nés au Canada. La famille Vaudreuil était enracinée dans le Nouveau Monde. Le gouverneur n'était plus un Français de passage, il se considérait comme un Canadien. Au tournant du 18e siècle, l'identité des colons de la Nouvelle-France se démarquait déjà de l'identité des métropolitains. Les Français nés au Canada se disaient Canadiens, par opposition aux Français de France. Le marquis de Montcalm ira même jusqu'à dire que les Canadiens et les Français formaient deux nations distinctes, ennemies même. Il exagérait sans doute. Les Canadiens ne deviendront véritablement une nation qu'après la conquête anglaise. Au temps de la Nouvelle-France, les Canadiens restaient de loyaux sujets du roi très chrétien. Sous l'Ancien Régime, la nationalité se définissait par l'attachement à un roi plutôt qu'à un territoire ou à une langue. L'identité canadienne n'était pas encore un nationalisme, mais c'était déjà un fort régionalisme. À cette époque, on était d'abord normand, breton ou provençal avant d'être français. L'identité régionale s'intégrait dans l'identité nationale sans s'y opposer. Mais il y avait néanmoins, comme dans toutes les colonies, une certaine rivalité entre les métropolitains et les coloniaux. En 1710, les Britanniques ont conquis l'Acadie qu'ils vont rebaptiser Nouvelle-Écosse. En 1711, une flotte de 71 navires, commandée par l'amiral Ovenden Walker, pénètre dans le golfe du Saint-Laurent, mais elle est arrêtée par une terrible tempête près des récifs de l'île aux Œufs au large de la côte nord. La Sainte Vierge avait encore une fois sauvé la Nouvelle-France. L'église Notre-Dame de la Victoire fut rebaptisée Notre-Dame des Victoires. Le chœur fut orné d'un magnifique tableau illustrant les défaites anglaises de 1690 et 1711. La France a tenu bon en Amérique, mais elle a perdu la guerre en Europe. En 1713, le traité d'Utrecht a cédé à l'Angleterre les territoires de l'Acadie, de Terre-Neuve et de la baie d'Hudson. Mais les frontières étaient mal définies, la guerre devait reprendre tôt ou tard. La Nouvelle-France a bénéficié d'une trentaine d'années de paix. La France avait enfin décidé de tempérer sa politique mercantiliste. L'économie canadienne s'est diversifiée et le commerce triangulaire a commencé à bien fonctionner. De 1721 à 1731, la France a construit à grand prix la forteresse de Louisbourg sur l'île Royale, aujourd'hui île du Cap-Breton. Louisbourg devait défendre l'entrée du golfe du Saint-Laurent et servir de pivot au commerce atlantique français. Elle n'a finalement rempli aucune de ces deux missions. La forteresse était certes à la fine pointe du génie militaire de l'époque, mais la marine française n'était pas assez puissante pour l'exploiter efficacement. L'Angleterre régnait sur les mers, et c'est pourquoi elle a fini par s'emparer de toute l'Amérique du Nord. L'intendant Gilles Hoccart est moins connu que Jean Talon, mais il a donné à la Nouvelle-France une impulsion tout aussi décisive entre 1729 et 1748. Il a assaini les finances et rehaussé la qualité des fonctionnaires. Il a rétrocédé aux seigneurs près de 400 censives non cultivées. Il a incité les marchands à investir dans d'autres activités que la traite des fourrures, comme l'industrie du bois par exemple. Au début, il avait l'impression que les marchands canadiens n'avaient ni les capitaux ni les compétences pour créer des entreprises, mais il a fini par comprendre que leurs initiatives étaient trop souvent étouffées par les marchands français. Hoccart a pris le parti des coloniaux contre les métropolitains. Malheureusement, le ministre de la Marine, le comte de Maurepas, penchait plutôt du côté des marchands métropolitains, et plusieurs projets d'Hoccart ont été bloqués à Paris. Hoccart a fondé les Forges du Saint-Maurice en 1730. Cette entreprise était à la fine pointe de la technologie de l'époque. On a retrouvé en Haïti de nombreux objets de fer du 18e siècle qui avaient été fabriqués aux Trois-Rivières. Les Forges du Saint-Maurice ont malheureusement fait faillite en 1741. Elles ont été rouvertes après la conquête, mais au profit des entrepreneurs anglais. Le chantier naval de Québec a été réactivé. C'était une société de la couronne. Mais la construction d'un navire coûtait plus cher au Canada qu'en France,
car le prix de la main-d'œuvre spécialisée y était plus élevé. L'intendant a concédé de nouvelles seigneuries, mais le sous-peuplement freinait toujours le progrès agricole de la colonie. Pierre Gauthier de la Vérendrye et ses fils ont exploré l'Ouest canadien. En 1740, l'Empire français d'Amérique s'étendait jusqu'aux montagnes Rocheuses. La population de la Nouvelle-France a triplé entre 1713 et 1754. La production économique s'est accrue de 40% entre 1730 et 1740. C'était remarquable, mais c'était trop tard. La Troisième Guerre intercoloniale de 1744 à 1748 a mis fin à ce bel effort de colonisation intégrale. Monseigneur François de Montmorency-Laval est arrivé à Québec en 1659 avec le titre de vicaire apostolique de la Nouvelle-France. Issu de la haute noblesse, il avait ses entrées à la cour, ce qui servira grandement la colonie. Le saint prélat était proche des Jésuites et il s'inscrivait dans l'esprit de la contre-réforme française du XVIIe siècle. Monseigneur de Laval fut nommé par le pape et ensuite reconnu par le roi. Le diocèse de Québec a été rattaché à Rome plutôt qu'à la province ecclésiastique de Rouen. Le premier évêque de Québec a donc remporté 2 victoires contre le gallicanisme. L'Église catholique de la Nouvelle-France était ultramontaine dès sa naissance. Monseigneur de Laval a interdit au gouverneur de placer son prie-dieu dans le cœur de l'Église. Une vive querelle s'ensuivit. Le gouverneur faisait garder son prie-dieu jour et nuit par des hommes armés. Cette question de privilège n'était pas futile, car elle rappelait le principe de la primauté de l'Église sur l'État. Le séminaire de Québec a été fondé en 1663. C'était à la fois un grand séminaire pour former des prêtres, un petit séminaire pour dispenser l'instruction primaire et secondaire, et une communauté religieuse qui regroupait tout le clergé séculier de la Nouvelle-France. Monseigneur de Laval a fait construire une église à Sainte-Anne-de-Beaupré et il a propagé la dévotion à la Sainte Famille. L'évêque de Québec a combattu vigoureusement la vente d'alcool aux Indiens. On l'a surnommé le Las Casas du Canada, par allusion au célèbre dominicain Bartolomé de Las Casas, qui a pris la défense des Indiens contre les abus de la colonisation espagnole. Les trafiquants d'eau-de-vie étaient passibles d'excommunication. Mais l'évêque n'a jamais imposé cette sanction spirituelle au gouverneur ou à l'intendant. Un tel geste aurait sans doute été contre-productif. À cette époque, Louis XIV était lui-même excommunié et sans que cela n'affecte la moindrement son autorité politique. En 1685, Monseigneur de Laval a démissionné dans l'espoir qu'un autre évêque puisse mieux s'entendre avec le gouverneur. Il est resté au Canada sous le titre de Monseigneur l'Ancien. Tout le monde admirait sa sainteté, même ses adversaires. Il consacra toute sa fortune familiale à ses œuvres de charité. Il soignait lui-même les malades, il parcourait de longues distances en canot ou en raquette pour donner les sacrements et encourager les colons. Il conseillait les jeunes prêtres, on lui attribuait même des miracles. Son successeur, Monseigneur Jean-Baptiste de Saint-Vallier, n'était pas du même niveau. Il était dévoué, mais trop autoritaire et un peu rigoriste. Il s'est querellé avec toutes les communautés religieuses de son diocèse. Monseigneur de Saint-Vallier a combattu la traite de l'eau-de-vie, mais sans plus de succès que Monseigneur de Laval. Pour narguer l'évêque, Frontenac voulut faire jouer au château Saint-Louis, la résidence du gouverneur, le Tartuffe, la pièce anticléricale de Molière, qui avait été censurée par l'archevêque de Paris en 1672. Monseigneur de Saint-Vallier menaça d'excommunier tous ceux qui assisteraient à la représentation. Frontenac a reculé. En 1702, Monseigneur de Saint-Vallier a publié un catéchisme et un rituel du diocèse de Québec. Les jésuites lui ont reproché un certain jansénisme moral. Son catéchisme disait qu'il y avait certainement plus d'âmes en enfer qu'au ciel. C'est possible, mais ce n'est qu'une opinion théologique et non pas un dogme de foi. Son rituel affirmait que Dieu donne ordinairement ses grâces par les sacrements. En réalité, Dieu donne toujours ses grâces par les sacrements. Au tournant du XVIIIe siècle, l'Église catholique prêchait trop souvent une spiritualité sévère et pessimiste pour se montrer à la hauteur du protestantisme puritain. En confession, les prêtres n'accordaient l'absolution qu'avec parcimonie. La théologie morale de saint Alphonse de Ligorie, axée sur la miséricorde plutôt que la mortification, ne s'imposera que dans la seconde moitié du XIXe siècle,
sous l'influence bénéfique de l'ultramontanisme. Monseigneur de Saint-Vallier s'inscrivait dans l'esprit plus ou moins janséniste de son temps. Mais il faut dire à sa décharge que le climat moral de la Nouvelle-France s'était dégradé. L'ivrognerie, les jeux d'argent et le dévergondage régnaient en maître. Les coureurs de bois saoulaient les Indiens pour leur voler leurs femmes et leurs pelleteries. En 1704, le navire qui ramenait Monseigneur de Saint-Vallier en France a été capturé par les Anglais. L'évêque de Québec a été retenu prisonnier à Londres pendant 5 ans. Personne ne s'en plaignait au Canada. Monseigneur de Laval a repris la direction du diocèse. Monseigneur de Saint-Vallier est revenu en 1713. Il s'est un peu assagi. Il est décédé en 1727 en disant « Oubliez-moi, mais n'oubliez pas mes pauvres ». Le troisième évêque de Québec, Monseigneur Louis-François Duplessis de Mornay, n'est jamais venu au Canada. Il se contenta d'y envoyer un évêque coadjuteur, Monseigneur Pierre-Hermann Dosquet, qui deviendra ensuite évêque titulaire de 1733 à 1739. Monseigneur Dosquet eut maille à partir avec le gouverneur Charles de Beauharnois et l'intendant Gilles Hoccard, à cause de la querelle de l'eau-de-vie bien sûr, mais aussi parce que l'État voulait se mêler de la gestion des communautés religieuses. En 1731, l'évêque fit signer par tous les prêtres de son diocèse une condamnation du jansénisme, bien que cette hérésie n'ait probablement jamais traversé l'Atlantique. Mais les frivolités de l'Ancien Monde pouvaient traverser l'Atlantique. Monseigneur Dosquet se mit plusieurs prêtres à dos en leur interdisant de porter la perruque. Mais l'évêque n'avait pas beaucoup d'autorité. Il n'a jamais fait de visite diocésaine et il a passé les 5 dernières années de son épiscopat en France. Le quatrième évêque de Québec, Monseigneur François-Louis Pourroy de l'Aube-Rivière, est décédé quelques jours après son arrivée à Québec des suites d'une épidémie qui avait frappé son navire. Le dernier évêque de la Nouvelle-France, Monseigneur Henri-Marie Dubreuil de Pontbriand, a dirigé le diocèse de Québec d'une main ferme de 1741 à 1760. Son clergé l'appréciait. Il a confié à l'ingénieur militaire Gaspard Chosgros de Léry la tâche de reconstruire la cathédrale de Québec et de rénover le palais épiscopal. Il a relevé la discipline ecclésiastique en obligeant ses prêtres à suivre à tous les 2 ans une retraite au séminaire de Québec. Mais il fut en conflit avec les Jésuites parce qu'il voulait superviser les missions indiennes. La Compagnie de Jésus relevait directement du pape et elle acceptait mal l'autorité des évêques en Europe comme en Amérique. Durant la guerre de la Conquête, Monseigneur de Pontbriand a dénoncé les malversations de l'intendant François Bigot. Il a invité le clergé à collaborer avec l'occupant anglais pour éviter des représailles contre la population. L'évêque de Québec attribua la défaite de la Nouvelle-France aux bras vengeurs du Seigneur qui punissaient les péchés du peuple. Monseigneur de Pontbriand est décédé le 19 mai 1760, 4 mois avant la capitulation de Montréal. Le siège épiscopal de Québec était vacant, ce qui n'était pas de bon augure pour l'avenir de l'Église catholique sous la domination anglo-protestante. La ferveur religieuse de la Nouvelle-France s'était amenuisée au siècle des Lumières. L'Église canadienne a produit 15 personnes qui ont été déclarées saintes, bienheureuses ou vénérables au 17e siècle, mais une seule au 18e, soit Marguerite Diouville, la fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal en 1738. Les Amérindiens ne se sont pas convertis au christianisme. Les Jésuites voulaient les sédentariser dans des villages agricoles appelés réductions. Cette méthode avait bien fonctionné en Amérique du Sud, mais elle a échoué au Canada. Nos Autochtones étaient trop attachés à leur mode de vie nomade. Les Hurons de Wendake, à Québec, et les Iroquois de Kanawake, à Montréal, ont adopté le mode de vie sédentaire et la religion catholique, mais ce sont des exceptions. Les missionnaires qui suivaient les tribus nomades n'ont pas eu plus de succès. Les Amérindiens acceptaient parfois de recevoir le baptême, mais dans un esprit magique, dans l'espoir d'être guéris d'une maladie. Ils intégraient un christianisme superficiel dans leur paganisme traditionnel. Le clergé du Canada était de meilleure qualité que celui de France. Les dures conditions de vie d'un pays colonial n'attiraient évidemment pas les abbés de cour qui infestaient l'Église française d'Ancien Régime. Les prêtres qui venaient au Canada avaient une âme de missionnaire. Ils appartenaient aux meilleures sociétés sacerdotales de l'époque, les Jésuites et les Sulpiciens.
Les Canadiens ne produisaient pas beaucoup de prêtres. La liberté du mode de vie nord-américain ne préparait sans doute pas les garçons à supporter la rude discipline du grand séminaire. On comptait un peu plus de vocations religieuses féminines. Les vocations canadiennes, tant masculines que féminines, ne deviendront abondantes qu'après 1840. Le peuple était religieux, mais sa vie spirituelle souffrait de la pénurie de prêtres. La plupart des paroisses n'avaient pas un curé résident. Un jésuite passait de temps à autre pour célébrer la messe et dispenser les sacrements de baptême et de mariage. Mais l'enseignement catéchétique faisait cruellement défaut. La Nouvelle-France ne ressemblait plus à la sainte colonie des origines. Le quart des terres seigneuriales appartenait à l'Église. Les Jésuites possédaient l'île Jésus, les Sulpiciens l'île de Montréal et le séminaire de Québec l'île d'Orléans. Les communautés féminines étaient elles aussi de grands propriétaires fonciers. Au Canada comme en France, le roi donnait des terres à l'Église pour qu'elle puisse financer ses œuvres éducatives et caritatives. La Nouvelle-France comptait 3 maisons d'enseignement, toutes situées à Québec. Le Collège des Jésuites a été ouvert en 1635, le Collège des Ursulines en 1639 et le Petit Séminaire de Québec en 1668. Le niveau d'instruction était étonnamment élevé pour un pays colonial. On estime que le taux d'analphabétisme était moins élevé au Canada qu'en France. On peut supposer que le sombre esprit du siècle des Lumières s'est répandu en Nouvelle-France. Les élites coloniales participaient à la culture de la métropole. On a prétendu que certains officiers français avaient fondé une loge maçonnique à Québec vers 1755. C'est possible, mais aucune source ne le prouve. En revanche, nous savons avec certitude que des officiers anglais ont implanté la franc-maçonnerie à Québec dès 1759. La Troisième Guerre intercoloniale de 1744 à 1748 s'inscrit dans le cadre de la guerre de succession d'Autriche. En Europe, la France a vaincu sur terre et l'Angleterre sur mer, match nul. Mais en Amérique, les Français ont remporté la victoire sous le commandement du gouverneur Charles de Beauharnois. Ils ont reconquis l'Acadie, conservé l'Ouest et ravagé plusieurs villages de la Nouvelle-Angleterre. Toutefois, les Anglais ont pris Louisbourg, la forteresse réputée imprenable. Le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, a rétabli le statu quo ante bellum. La France a récupéré Louisbourg et l'Angleterre l'Acadie. Mais la Nouvelle-France avait tenu bon. Personne n'avait alors l'impression que l'Empire français d'Amérique tirait à sa fin. La quatrième guerre intercoloniale, ou guerre de la conquête, de 1754 à 1760, se rattache à la guerre de 7 ans, en Europe, qui va de 1756 à 1763. Cette fois, la France a été battue à plate couture en Amérique et en Europe. En 1758, le premier ministre anglais William Pitt l'Ancien a fait de la conquête du Canada le principal but de la guerre pour la Grande-Bretagne. La France avait une armée de 200 000 hommes, mais elle n'en a envoyé que 5 000 en Amérique. On a reproché à Louis XV d'avoir abandonné le Canada. La guerre nord-américaine n'était pas prioritaire aux yeux de Paris. On se souvient de la phrase méprisante de Voltaire « À Québec, on s'est battu pour quelques arpents de neige ». Mais la France pouvait-elle faire mieux? Sur le continent, elle affrontait la Prusse qui disposait également d'une armée de 200 000 hommes. Pour garder le Canada, il aurait fallu vaincre l'Angleterre en Europe. Les Français voulaient envahir les îles britanniques, mais leur marine a été trop affaiblie par les tempêtes, les épidémies et la Royal Navy. L'historien Guy Ferrigaud porte un jugement très négatif sur le marquis Joseph de Montcalm. D'après lui, ce Français de France aurait eu tort de vouloir livrer en Amérique une guerre classique à l'européenne. Le gouverneur Pierre de Rigaud de Vaudreuil, qui était né au Canada, misait plutôt sur la petite guerre des Bois, qui avait tant réussi à son père, le gouverneur Philippe de Rigaud de Vaudreuil. Un conflit d'autorité opposait Montcalm et Vaudreuil. En principe, c'est le gouverneur qui commandait l'armée. Mais Montcalm avait le titre de commandant-en-chef. Le rapport hiérarchique n'était pas clair. Sur le terrain, les Français obéissaient à Montcalm et les Canadiens à Vaudreuil. Toutefois, Ferrigaud oublie de mentionner que Vaudreuil n'avait aucune expérience militaire. C'était un administrateur honnête et compétent, ce qui était rare à l'époque. Il aurait fait un bon intendant,
mais le poste de gouverneur général aurait dû être attribué à Montcalm. Le plus grand historien militaire du Canada, le colonel Charles Stacey, affirme que Montcalm a bien défendu la Nouvelle-France, ce qui règle la question à mon avis. En outre, Guy Frégaud fait un anachronisme en qualifiant Vaudreuil de Canadien et Montcalm de Français. La nation canadienne n'existait pas encore à cette époque. Vaudreuil et Montcalm sont deux Français. Le premier est un Français colonial et le second, un Français métropolitain, ce qui peut causer des frictions au Canada comme dans toutes les colonies, mais il ne faut pas y voir un conflit de nationalité. Voyons la chronologie de la guerre de la conquête. 1754. L'assaut de la milice de Virginie, commandé par George Washington contre le fort Duquesne, aujourd'hui Pittsburgh, déclenche les hostilités. Les Français repoussent les Américains. 1755. Les Anglais déportent le long de la côte américaine 7000 des 10 000 Acadiens pour s'emparer des meilleures terres agricoles de la Nouvelle-Écosse. La moitié des déportés sont morts en chemin. Le grand dérangement fut en réalité un génocide. Ce crime de guerre a scandalisé toute l'Europe. Au XVIIIe siècle, les armées n'avaient pas l'habitude de massacrer les civils. En 1847, l'écrivain américain Henry Longfellow a immortalisé le triste sort des Acadiens dans le célèbre poème Évangeline. 1756. Montcalm arrive à Québec. Il commande environ 10 000 soldats français, canadiens et amérindiens. L'adversaire dispose de 45 000 soldats britanniques, américains et amérindiens. Les Français resteront néanmoins victorieux durant les 5 premières années de la guerre. Ils chassent les Anglais du fort Oswego, ou Chouagan, sur les bords du lac Ontario. 1757. Montcalm prend le fort William Henry au sud du lac George, à la suite d'un siège à l'européenne. La guerre nord-américaine commence à changer de forme. Mais certaines choses ne changent pas. Les Indiens alliés aux Français ont massacré une cinquantaine de prisonniers anglais pour leur voler de l'alcool. Les Français ont dû se battre contre leurs propres alliés pour protéger les Anglais. Le massacre du fort William Henry a été illustré dans le célèbre roman de Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans, publié en 1826. 1758. Avec seulement 4000 hommes, Montcalm réussit à repousser l'assaut de 16 000 Anglais sur le fort Carillon, au sud du lac Champlain. Ce fut sa plus brillante victoire, mais ce fut aussi le chant du cygne de la Nouvelle-France. Les renforts britanniques arrivaient en masse et le vent commençait à tourner. Les Français ont évacué les forts Frontenac, Kingston et Duquesne, Pittsburgh. Les Anglais ont pris Louisbourg pour une seconde fois. Pendant ce temps, l'intendant François Bigot et sa clique de profiteurs de guerre s'enrichissaient honteusement aux dépens de l'armée royale et de la population canadienne. Bigot était l'agent de la maison Gradis, une famille d'armateurs juifs de Bordeaux qui contrôlait une grande partie du commerce colonial français. Après son retour en France, l'intendant fut poursuivi en justice et condamné à l'exil. On avait sans doute besoin d'un bouc émissaire pour expliquer la défaite, mais l'affaire Bigot a néanmoins terni les dernières années de la Nouvelle-France. 1759. Les Canadiens l'ont appelé l'année des Anglais. Le siège de Québec s'est déroulé du 26 juin au 18 septembre. Les forces britanniques comptaient 49 vaisseaux de guerre, 119 navires de transport, 18 000 marins et 8 500 fantassins. C'était une opération de grande envergure pour l'époque, même en comparaison des guerres européennes. Montcalm misait sur les défenses naturelles de Québec, le fleuve Saint-Laurent, le cap Diamant, la rivière Montmorency et la forêt vierge qui couvrait les arrières de la ville. Il suffisait d'empêcher les Anglais de prendre pied sur la rive nord du fleuve en attendant que l'arrivée de l'automne les oblige à lever le siège. La stratégie a presque réussi. Il fallait tenir 95 jours, Québec a tenu 78 jours. Les Anglais ont occupé la côte de Beaupré, la Pointe-Lévis et l'île d'Orléans. Ils ont bombardé Québec et incendié tous les villages de la rive sud. Mais leur tentative de débarquement à Beauport a échoué lamentablement. Le général James Wolfe songeait à lever le siège, mais il a découvert un sentier qui permettait d'escalader le cap Diamant allant sous Foulon. Wolfe a tenté le tout pour le tout dans la nuit du 12 au 13 septembre 1759. Les Anglais ont réussi à grimper sur les plaines d'Abraham.
Montcalm a fait une rapide sortie pour les rejeter au fleuve avant qu'ils ne soient trop nombreux. La fusillade n'a duré que 20 minutes. Les Anglais ont réussi à tenir leur position stratégique et ils ont complété leur victoire dans les heures suivantes. Wolfe et Montcalm ont tous les deux péri dans la bataille. Québec a capitulé le 18 septembre 1759. Les Français, désormais commandés par le chevalier François-Gaston de Lévis, se sont alors repliés sur Montréal. 1760. Tout n'était pas encore perdu. En Europe, la guerre pouvait tourner à l'avantage des Français. Au printemps, le chevalier de Lévis essaie de reprendre Québec. Le 28 avril, il remporte avec brio la bataille de Sainte-Foy, au même endroit où les Anglais avaient triomphé 7 mois plus tôt. Mais lorsqu'il a vu que le premier navire qui s'est pointé dans le Saint-Laurent battait pavillon anglais, il a compris qu'il ne pouvait pas compter sur le soutien de la marine française. Il s'est de nouveau replié sur Montréal. Le roi Louis XV n'avait pourtant pas décidé d'abandonner le Canada. 6 navires français se dirigeaient vers l'Amérique. S'ils étaient arrivés avant les navires anglais, le général James Murray aurait sans doute capitulé, mais la flottille française fut interceptée par la marine britannique. En septembre 1760, 3 armées anglaises ont convergé sur Montréal. Il y avait 17 000 Britanniques contre 2 000 Français. Toute résistance eût été inutile. Vaudreuil décida sagement de déposer les armes. Lévis a fait brûler ses drapeaux régimentaires pour qu'ils ne soient pas exposés dans les messes d'officiers en Angleterre. En 1763, la France a cédé le Canada à l'Angleterre par le traité de Paris. L'historien français René Grousset a écrit qu'en tournant le dos à l'Amérique, la France tournait le dos à l'avenir. Mais le rameau de civilisation catholique et latine que la France avait semé en Amérique survivra miraculeusement par la volonté de la divine providence. Salutations patriotiques et union de prière.